bonjour à tous. Merci énormément de cet accueil. Alors, écoutez, j'en profite, je ne peux pas m'empêcher. J'ai été à un autre événement juste avant qui m'a conduit à arriver en sueur. Donc, heureusement, on a eu le temps de se refroidir un petit peu. Et KX, donc ma société, vient d'avoir le prix de protection des données Wavestone, Société Générale, là, il y a quelques minutes. Voilà. Donc, merci beaucoup. Voilà. Alors, j'ai très volontiers accepté de présenter ce que je peux dire, moi, sur la blockchain. Donc, KX est une société qui est dans l'écosystème blockchain depuis le début, mais qui n'est pas intrinsèquement utilisatrice des blockchains. On a une technologie propre. Mais ça, je vais pas vous en parler. Je préfère vous parler de blockchain en général pour ce que j'en comprends. Et soyez-en certains, tout le monde a ses limites. Et en fait, on peut toujours se trouver à un niveau où on peut dire que c'est facile. C'est facile. Et donc, je vais essayer de faire des liens avec le cloud, puisque votre assistance le suggère. Alors, la blockchain, c'est quoi? Pour le dire en quelques mots très simples, c'est juste un registre inviolable, distribué et daté, qui est disponible dans un environnement particulier. Il y a des blockchains qui sont publiques et mondiales, comme Bitcoin. On peut avoir des blockchains qui sont plus localisées. Mais l'idée, c'est ça, c'est un registre distribué. Et ce registre, on peut l'appeler un log. Je reparlerai de log tout à l'heure parce que c'est un élément qui me paraît important dans votre contexte, à vous notamment. Alors, Bitcoin. Donc, Bitcoin, les gens qui découvrent Bitcoin, et certains doivent encore redécouvrir aujourd'hui puisque Bitcoin remonte. Quand Bitcoin monte, beaucoup de gens découvrent Bitcoin. Et Bitcoin, c'est une espèce de miracle technique qui est apparu en fin 2009, qui est un réseau pair à pair complètement inarrêtable à l'échelle planétaire, comme a pu l'être BitTorrent. Et les nouveaux arrivants parlent toujours d'énergie, de monnaie. C'est quoi cette monnaie? Est-ce qu'elle a un sous-jacent? De données associées. Et je peux vous donner quelques éléments qui me paraissent construire le triptyque vertueux de Bitcoin et pourquoi c'est un outil qui est inarrêtable. En fait, Bitcoin groupe 3 éléments très très importants. Des calculs phénoménaux pour calculer chaque bloc de la blockchain, mais vraiment phénoménaux, puisque actuellement, chaque bloc a nécessité à peu près 3 fois 10 puissance 22 H à calculer, c'est absolument énorme. Une rémunération. Quand j'ai écrit les transparents, il y a quelques jours, la capitalisation de Bitcoin était de 175 millions, elle est remontée elle est remontée à 200 milliards, ce qui veut dire que les gens qui créent les bitcoins sont rémunérés sur cette valorisation-là, et une rareté organisée qui permet aux mineurs, en fait, pour que vous compreniez, qui permet aux mineurs d'accepter des périodes de disette. Parce que Bitcoin descend, il monte beaucoup et puis il descend beaucoup, mais en fait, il descend jamais vraiment beaucoup en dessous de ce qu'il coûte à fabriquer. Et ça, les gens ne le comprennent pas quand ils disent « mais c'est quoi le sous-jacent de cette monnaie ?» Le sous-jacent, c'est l'investissement que font les mineurs pour créer des bitcoins. Et ces 3 éléments mis ensemble font que c'est inarrêtable parce qu'il y a des mineurs et les mineurs sécurisent le réseau et ils sont rémunérés. Et du point de vue non monétaire, strictement, j'aime bien dire que Bitcoin est la réserve de rareté de l'humanité. C'est le premier objet à l'échelle planétaire dont on connaisse exactement le nombre une fois pour toutes et depuis le début. Il y en aura 21 millions, il n'en reste plus que 3 millions à fabriquer, et donc c'est intrinsèquement spéculatif. C'est-à-dire il faut penser que les acteurs qui arrivent sur Bitcoin ne peuvent pas imaginer que Bitcoin puisse baisser. Il ne peut que monter en valorisation parce que c'est une réserve de rareté qui est encore plus rare que l'or. Donc les marchés se positionnent petit à petit là-dessus, les banquiers aussi. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que la blockchain de Bitcoin, mais la plupart des blockchains, c'est pareil, c'est une chaîne de blocs. Et en fait, c'est un outil que les archivistes connaissent bien depuis très longtemps. C'est-à-dire que les logs, depuis longtemps, sont chaînés entre eux par le hash du log précédent. C'est-à-dire que chaque nouveau fichier de log va avoir le hash du log précédent. Ça permet de garantir l'intégrité de cette chaîne de hash. Eh bien, on peut vraiment dire que Bitcoin est le log des logs ou la mère de tous les logs aujourd'hui, puisque des tas de systèmes peuvent être accrochés dans Bitcoin, ancrés, on dit,
Et donc, ça fait de Bitcoin l'objet unique qui réunit toutes ces propriétés-là. Ethereum. Donc, vous voyez, je fonctionne par mots-clés. J'essaye d'ailleurs, il n'y a pas de... Ah oui, voilà, j'ai passé beaucoup trop de temps déjà, donc ça va dans quel sens? Ça descend, ok. Donc, Ethereum. Vous avez entendu parler d'Ethereum, ça permet de faire des calculs sur la blockchain. Donc c'est un défi Ethereum parce qu'Ethereum a pris le pli inverse de tout ce que Bitcoin disait. Bitcoin disait il faut que les calculs soient extrêmement simples parce que c'est un enjeu de cybersécurité, notamment. Il faut que ce soit totalement immune à des activités de gouvernance. Et l'inflation de Bitcoin était bornée, je l'ai dit, et celle d'Ethereum est constante, ce qui veut dire que progressivement ça s'amenuise, mais c'est un choix. Donc Bitcoin a fait des choix qui sont opposés de Bitcoin et propose aujourd'hui une machine virtuelle planétaire qui est très très lente, hein, c'est peut-être l'ordinateur le plus lent du monde aujourd'hui, hein, et qui s'exécute sur des milliers de nœuds qui font tous les mêmes calculs. Alors on n'a pas le temps du tout de rentrer dans une discussion sur l'intérêt de faire ça, mais c'est quand même un problème. Libra, nouveau mot-clé de l'actualité, c'est la monnaie de Facebook. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Libra, c'est un tsunami. Alors, ce n'est pas un tsunami technologique, parce que ce qu'apporte Libra, c'est vraiment... Alors là, si Ethereum avait fait des choix techniques qui étaient opposés de ceux de Bitcoin, Libra fait des choix qui sont complètement délirants en termes de gouvernance, hein, puisque c'est un collège de gens très riches qui vont décider de ce qui se passe, qui prétend être une cybermonnaie stable pour les non bancarisés. Ce qui est discutable, mais il y a un très très gros marché de cybermonnaie pour Libra probablement en Indonésie et avec une gouvernance corporate. Mais par contre, l'effet de Libra, c'est de dire à tout le monde, tous les acteurs qui se sont réveillés tout d'un coup, on ne peut pas ignorer les crypto-monnaies. Et deuxièmement, ça dit autre chose de très important que j'ai vécu, puisque ma société a vécu l'essor des blockchains à partir du moment où on a pu dire blockchain et on pouvait se passer de dire Bitcoin qui était un mot sale. Quand on a pu dire blockchain, beaucoup de gens ont pensé qu'il y avait des blockchains sans Bitcoin ou sans crypto-monnaie associée. Mais en fait, si vous pensez blockchain public et que vous revenez à mon premier transparent sur Bitcoin et le trio vertueux, vous comprenez qu'il n'y a pas de vraie crypto-monnaie, de vraie blockchain sans la monnaie sous-jacente qui permet que les mineurs investissent. Voilà, c'est un point de vue, il n'est pas toujours partagé, mais c'est celui que je voudrais vous partager à vous. La notion de jeton ou token. Donc, on a vu beaucoup de jetons. Alors, l'intérêt des blockchains comme Bitcoin ou Ethereum, c'est que c'est déjà disponible sous forme d'API. C'est-à-dire qu'on a des nœuds qui parlent, qui répondent à des requêtes pour créer des ordres de transfert monétaire ou pour créer des instructions de langage de programmation Solidity dans le cas d'Ethereum. Et donc, c'est des API qui répondent à des requêtes. Et l'avantage, c'est qu'on peut créer des automates qui répondent à des API normalisées et qui permettent que ces jetons ou les entités qu'on va créer avec Ethereum soient commercialisables. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des places de marché complètement automatisées qui permettent d'acheter, de revendre, etc. ces jetons. Donc ça permet de rendre des actifs liquides, et c'est un sujet de la loi Pacte notamment, puisque la France est assez en pointe sur les applications de ce genre de technologie-là. Alors j'ai choisi 4 tokens qui peuvent vous parler parce que c'est des tokens du cloud. En fait, on peut monétiser absolument tout ce qu'on veut avec des jetons, qu'ils soient sur Ethereum, sur Bitcoin, enfin, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais ces 4-là sont intéressants pour vous parce que Filecoin est une vraie monnaie, c'est une crypto-monnaie qui est minée par la taille, par l'espace mémoire qu'on met à disposition du réseau. C'est une évolution d'IPFS, de Juan Bennett, que vous connaissez peut-être. BitTorrent, qui est un token qui valorise BitTorrent, qui a été racheté récemment. Factom, qui permet de faire de l'intégrité des données décentralisées. Et iExec, qui est une très jolie société française qui fait des applications distribuées sur la blockchain, monétisées avec le token iExec. Voilà, on peut tout faire avec cet outil-là. Maintenant, un sujet intéressant, c'est la question de sidechain. Vous avez peut-être jamais entendu ce mot. Donc, Bitcoin a une capacité des débits, on va dire, extrêmement limités, parce que les blocs font 1 méga ou 2 à peu près, enfin c'est
selon c'est 1 ou 2 mégas. Les blocs font 1 méga. Et chaque transaction fait au minimum 240 octets. Donc, il n'y a pas beaucoup de transactions dans chaque bloc et il y en a un toutes les 10 minutes. Donc, on est très, très loin des débits de Visa, Mastercard ou de tout ce qu'on pourrait vouloir tracer dans la vraie vie. Et pourtant, il y a des solutions. Les solutions, c'est de créer des structures de données qui sont sécurisées par les mêmes moyens ou par d'autres, qu'on appelle des sidechains et qui sont accrochées à une blockchain principale. Alors la principale utilisation, c'est avec Bitcoin. Alors le mot anglais, c'est pegged. Donc la blockchain est accrochée à une autre blockchain. Enfin, la sidechain est accrochée à une autre blockchain. Et je veux quand même vous montrer celle-là parce que c'est intéressant. Les gens ne les connaissent pas et les gens ne savent pas qu'on peut faire ça aussi avec Bitcoin. Il y a Rootstock, RSK, qui permet de faire des smart contracts comme Ethereum. Il y a Liquid qui permet de faire des transferts et la création de cryptoactifs, donc des assets qu'on va créer. Et puis Lightning, dont vous avez peut-être entendu parler, qui permet de faire des paiements extrêmement rapides sur des canaux. Voilà. Évidemment, obligé de parler de blockchain as a service. Donc vous allez trouver chez Amazon, chez AWS ou chez d'autres acteurs, vous allez trouver la possibilité d'avoir des machines préinstallées avec des blockchains. Donc il y en a plein. Vous avez Ethereum, bien sûr, vous avez Multichain, vous avez, enfin, je nomme les plus utilisés. Toutefois, la blockchain, les blockchains publiques sont déjà as a service, puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est déjà un service qui est offert par un cloud très très important. Pour autant, ces blockchains as a service permettent d'expérimenter. C'est-à-dire que votre entreprise peut tout à fait opérer un nœud Ethereum ou un nœud d'une variation de Bitcoin ou de n'importe quoi. Très très simplement, il suffit juste d'instancier le nœud et puis on l'utilise. Donc ça vous permet certainement de faire des expérimentations. La vraie vie après, c'est forcément de gérer ces choses-là soi-même. Avec le problème habituel qu'on attache aux blockchains de consortium ou privés, qui est de dire que ces blockchains-là, elles offrent peu de valeur probante. C'est des espèces de super bases de données réparties, mais elles ne donnent pas de la même valeur probante que ce qui se passe quand on écrit quelque chose dans Bitcoin, parce que ce qui est écrit dans Bitcoin, ça, une discussion avec quelques bières pourra vous en convaincre, c'est vraiment écrit pour l'éternité. Et demain, alors, bien, ce qu'on a aujourd'hui et qui va devenir une réalité, c'est qu'il y a une nouvelle référence pour le concept de monnaie et pour le concept de preuve. Ça, c'est indiscutable. La monnaie a changé en 2009 avec Bitcoin. C'est plus la même chose. Il y a un vrai sous-jacent à Bitcoin, comme je disais. C'est donc pas une galéjade. Il y a beaucoup moins de sous-jacent à Libra, mais Libra a toute la puissance du réseau social Facebook. Je ne sais pas ce qu'ils arriveront à faire. La deuxième chose, c'est que tous les actifs vont être dématérialisés. Et pourquoi ils vont être dématérialisés? C'est simplement parce que c'est possible. Donc il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Donc tout va être dématérialisé ou avoir un double numérique, comme on dit. Et puis, les cybermonnaies sont devenues incontournables. C'est-à-dire que forcément, à un moment ou un autre de votre vie, vous allez payer avec des crypto-monnaies de la même manière qu'à un moment de votre vie, vous avez pris un abonnement à un téléphone mobile. C'est exactement pareil. Et voilà, le futur, c'est de penser que les datas, la façon dont on calcule et la confiance numérique sont modifiées à jamais. Voilà.